Comment est-ce qu'un simple produit peut devenir un véritable chef-d'œuvre commercial? Eh bien, derrière chaque grand succès, il y a une stratégie souvent brillante. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses pour décrypter comment certaines idées réussissent à s'imposer et même à dominer leur marché. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi une marque devient une icône, une référence, alors que sa concurrente directe, elle, finit par disparaître sans laisser de traces? Tout, absolument tout, est une question de stratégie. Et attention, cette stratégie, elle ne se construit pas au hasard, loin de là. Le point de départ, c'est toujours le même. Il faut d'abord parfaitement comprendre le terrain de jeu. Et ce terrain de jeu, c'est le marché. Alors, un marché, au fond, c'est quoi? C'est tout simplement un lieu de rencontre. Que ce soit un lieu physique, comme le marché de son quartier, ou alors un lieu complètement virtuel, comme Amazon, le principe, lui, ne change pas. C'est l'endroit où l'offre et la demande se confrontent pour finalement se mettre d'accord sur un prix. Et dans ce jeu-là, avant même d'espérer gagner, la toute première règle, c'est de bien mesurer le terrain. C'est juste impossible d'imaginer une stratégie efficace si on ne connaît pas la taille du marché et comment il fonctionne. Pour faire ça, il y a des indicateurs clés. D'abord, le volume. C'est le nombre total de produits qui sont vendus. Ensuite, la valeur. Là, on parle de tout l'argent qui a été généré. Mais le plus important, celui que tout le monde regarde, c'est la part de marché. C'est en gros la portion du gâteau que chaque entreprise possède. C'est ce chiffre qui va dire si on est un petit joueur ou un leader. Et pour que ce soit bien concret, regardez cet exemple. En 2020, sur le marché hyper compétitif de la grande distribution en France, Leclerc détenait presque 22% du marché. Ce n'est pas juste un chiffre, ça change tout. Ça définit sa position de leader et ça lui donne un pouvoir de négociation énorme face à ses concurrents comme Carrefour. Bon, maintenant que le terrain de jeu est bien mesuré, il est temps de commencer à dessiner le plan d'attaque. On quitte la vue d'ensemble du marché pour zoomer sur la stratégie bien spécifique de l'entreprise. Pour ça, il y a un outil absolument fondamental, la matrice SWOT. C'est un peu comme un bilan de santé complet de l'entreprise. D'un côté, on regarde en interne quelles sont ses forces et ses faiblesses, et de l'autre, on regarde vers l'extérieur quelles sont les opportunités à saisir et bien sûr les menaces à éviter. Une fois que ce diagnostic est posé, la stratégie se déroule en 3 grandes étapes, qu'on appelle souvent le triptyque SCP. D'abord, la segmentation. On découpe le marché en plusieurs groupes de consommateurs qui se ressemblent. Ensuite, le ciblage. On choisit le ou les groupes qui nous intéressent le plus. Et enfin, le fameux positionnement. Et le positionnement, c'est là que ça devient fascinant. La bataille ne se joue plus dans les rayons des magasins, mais directement dans la tête du consommateur. Il s'agit de trouver la place unique que la marque doit occuper. Prenez le groupe Accor par exemple. Ibis, c'est l'économique. Sofitel, c'est le luxe. Pour chacun, le positionnement est ultra clair, net, et c'est ce qui le rend si efficace. Ok, la stratégie est posée, la cible est bien identifiée, il est temps maintenant d'ouvrir la boîte à outils pour construire une offre qui va vraiment parler à cette cible. Ces outils, c'est ce qu'on appelle le fameux marketing mix, qu'on résume souvent par les 5 P. Il faut voir ça comme 5 curseurs, 5 leviers, que l'entreprise peut ajuster très finement pour créer l'offre parfaite. Le premier levier, le plus évident bien sûr, c'est le produit. C'est le cœur de l'offre, le réacteur. Ses caractéristiques, son design, sa qualité, c'est la promesse tangible qu'on fait au client. Mais un super produit, ça ne suffit pas. Le deuxième levier, c'est le prix. Et ça, c'est crucial. Il doit être juste, cohérent avec la valeur perçue par le client, mais aussi avec les coûts de l'entreprise et les prix des concurrents. C'est un équilibre très délicat à trouver. Ensuite, il faut bien que ce produit soit accessible. C'est le rôle du troisième P, la place ou la distribution. Est-ce qu'on le trouvera partout, dans tous les supermarchés, ou au contraire, uniquement dans une poignée de boutiques de luxe? Le canal de vente fait complètement partie de l'expérience d'achat. Avoir le bon produit, au bon prix, au bon endroit, c'est super. Mais si personne ne le sait, ça ne sert à rien. C'est là qu'intervient la promotion, le 4e levier. La pub, les réseaux sociaux, bref, tous les moyens possibles pour informer, intéresser et convaincre la cible. Et enfin, un levier qu'on sous-estime souvent, mais qui est absolument fondamental, les personnes, le personnel. Du vendeur en magasin à la personne qui répond au service client, chaque interaction humaine est une vitrine de la marque, et ça peut être complètement décisif dans l'acte d'achat. Terrain de jeu, plan de match, boîte à outils, tout ça converge vers un seul et même objectif, le chef-d'œuvre. On va maintenant zoomer sur le résultat final de tout ce travail, le produit, et surtout, l'incroyable puissance de sa marque. Et oui, parce qu'un produit, c'est une vie. Ça naît avec le lancement, une phase où il faut se faire connaître. Puis ça connaît une phase de croissance rapide, avant d'atteindre la maturité, qui est un peu l'âge d'or des profits. Et enfin, inévitablement, vient le déclin, où il faut prendre une décision difficile, relancer le produit ou l'abandonner. Mais au-delà de l'objet physique, il y a quelque chose de bien plus puissant,
La marque. C'est un signe distinctif, un nom, un logo, une couleur, qui permet d'identifier l'offre et de la rendre unique. Il suffit de penser à la pomme d'Apple ou à la virgule de Nike pour comprendre. Et les entreprises ne gèrent pas toutes leurs marques de la même manière. Il y a la marque globale, comme Coca-Cola, qui utilise le même nom partout dans le monde, la marque ombrelle, comme Samsung, qui couvre des produits très différents, la marque caution, comme Elu, qui valide ses sous-marques comme Prince, ou encore la stratégie de la marque produit, comme le fait Procter & Gamble avec Ariel et Dash. Alors, au final, pourquoi la marque est-elle si importante? Pour le consommateur, c'est un repère, un gage de qualité qui rassure. Pour le producteur, c'est un patrimoine, un capital et un formidable outil de communication. Et même pour le distributeur, elle permet de fidéliser la clientèle. C'est un voyage assez incroyable quand on y pense. On part de l'analyse d'un marché immense avec des millions de données pour arriver à quelque chose de presque immatériel, une marque de confiance bien installée dans l'esprit des gens. C'est ça, toute la magie de la stratégie commerciale. Maintenant que tout ce cadre d'analyse est posé, le plus intéressant, c'est de regarder autour de soi. Quelle stratégie de marque peut-on observer dans les produits qu'on utilise tous les jours? Une fois qu'on a les clés de lecture, on commence à en voir absolument partout.